Bien, bonjour, rebonjour. On est ravis d'ouvrir cet après-midi avec une table ronde qui va nous permettre de réfléchir à la manière dont se sont développés un certain nombre de projets collectifs ou collaboratifs au sein du CHCSC. Avant d'ouvrir cette table, je me permets de vous rappeler l'existence d'une installation en salle des thèses qui s'appelle la Grande Accélération. Donc nous vous invitons à y circuler cet après-midi ou demain. Voilà, il y a un certain nombre de propositions qui sont faites aux invités, aux étudiants, aux chercheurs. Donc n'hésitez pas à vous emparer de cette proposition. Alors, pour dire quelques mots un petit peu de cadrage, l'idée de cette table ronde conçue avec la direction du CHCSC, c'est d'essayer de faire le bilan aussi sur 10 années de CHCSC, 10 années lors desquelles se sont développés des projets collectifs au sein duquel le centre a été soit un partenaire central, initiateur de ces projets, qui les a pensés et qui a contribué à les développer, soit un partenaire parmi d'autres, actif. Et ce qu'on a envie de faire, c'est pas simplement de vous proposer une présentation ou un bilan de ces projets en fonction de leur ancienneté. Vous allez voir, certains ont déjà un peu de bouteille. Voilà, ils ont été créés il y a quelques années, d'autres sont beaucoup plus récents. Mais c'est plutôt d'avoir un peu une approche réflexive sur finalement la manière dont les collectifs qui se sont structurés ont pu peut-être permettre de modifier un certain nombre de pratiques des chercheurs dans leur méthodologie, dans leur rapport aux sources, dans leur rapport à l'archive et surtout dans la manière dont on écrit aujourd'hui l'histoire, et en particulier l'histoire culturelle. Donc c'est la commande qu'on a passée à un certain nombre d'intervenants que Géraldine va vous présenter dans un instant. Et c'est aussi une autre manière, à notre sens, de faire un bilan de nos activités récentes et aussi de se projeter, parce que ce sont des dynamiques qui sont actuellement particulièrement fécondes dans la recherche. Le CHCSC y a joué sa part, sa partition, et je pense qu'il y aura un certain nombre aussi de rebonds, sans aucun doute, dans les années qui viennent, et peut-être de donner des idées aux jeunes chercheurs que je vois dans la salle ou aux étudiants de licence qui, peut-être dans les années qui viennent, seront conduits là aussi à être associés d'une manière ou d'une autre à ces projets. Alors, il me revient de présenter nos intervenants. Donc, tout d'abord, Diana Cooper-Richer, à ma gauche, qui est historienne, spécialiste d'histoire du 19e siècle, d'histoire d'abord sociale et culturelle de la mine et des mineurs, mais qui a travaillé plus récemment sur les relations culturelles franco-britanniques et sur la circulation des hommes, des idées entre l'Europe et les Amériques. Elle a publié notamment un ouvrage qui s'appelle « La France anglaise de la Révolution à nos jours » en 2018 chez Fayard. Et nous l'avons invitée pour nous parler du réseau qu'elle anime, qu'elle a fondé depuis 2012, qui s'appelle Transfo Presse et qui est consacré à l'étude de la presse en langues étrangères et auquel j'ai eu le plaisir de contribuer également. Nous avons en ligne Pellegrino Suarez. Nous allons avoir en ligne. Bon, je la présente quand même. Professeure d'histoire latino-américaine à l'université de São Paulo, chercheuse au CNPq, le Comité national pour le développement scientifique brésilien, co-directrice d'un autre projet d'ampleur, Transatlantic Culture, ou peut-être faut-il dire Transatlantic Cultures, je ne sais pas comment vous dites au quotidien. Une plateforme numérique d'histoire culturelle du monde atlantique. Et Gabriela Pellegrino est également chercheure invitée à la Bibliothèque Brasiliana, l'USP. Elle a publié une histoire de l'Amérique latine en 2014. Anaïs Fléché, qui est à ma droite, est maîtresse de conférences à HDR en histoire contemporaine à l'université ici, et ses recherches portent notamment sur les circulations musicales dans l'espace atlantique, le rôle de la musique dans les relations internationales et l'histoire des festivals. Elle a publié en 2013 son ouvrage « Si tu vas à Rio » et depuis de très nombreux articles. Et l'ai-je dit, elle co-dirige donc ce projet Transatlantic Culture. Rémi Corman, qui est tout là-bas, est maître de conférences en histoire à l'Université catholique de l'Ouest, docteur en histoire à l'EHESS. Son travail de doctorat portait sur les politiques de la mémoire du génocide contre les Tutsis du Rwanda.
Il a publié de très nombreux articles en lien avec ce thème. Il est également membre du comité de rédaction de la revue Mémoire en jeu. Il a dirigé un réseau culturel et scientifique entre 2013 et 2016, le réseau Mémora, qui fédérait des institutions dédiées à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en région Rhône-Alpes. Et il a été également ingénieur d'études au CNRS sur le programme 13 novembre. Et enfin, Gilles Malandin, à ma gauche, professeur d'histoire contemporaine et membre du CHCSC, auteur de L'introuvable complot, attentats, enquêtes et rumeurs dans la France de la Restauration. C'est donc un historien du 19e siècle, spécialiste notamment de l'histoire des champs de bataille, qui travaille depuis plus récemment dans le cadre d'un projet qui a émané de l'ANR Ruines, et c'est un projet qui s'appelle Vilma, sur les villages martyrs, voilà, dont il va nous parler dans le cadre de cette table ronde. Est-ce que je lance tout de suite les... Ah, est-ce que Gabriella de retrouver Gabriella. Bonjour. Voilà, merci. Gabriella, on ouvre simplement la table, on vient juste de faire les présentations. Alors, peut-être on commence sans attendre davantage. Donc, dans un premier temps, nous vous proposons de nous présenter rapidement ces projets collectifs ou collaboratifs. Vous nous direz peut-être d'ailleurs quelle expression convient le mieux pour les désigner. Ces projets que vous avez initiés, auxquels vous participez. Certains sont, comme l'a dit François, plus anciens, d'autres plus récents, donc forcément sont à des états d'avancement inégaux. Et donc, vous pourrez nous présenter, en fonction des cas, peut-être les ambitions scientifiques, et puis pour d'autres, des résultats peut-être déjà plus avancés. Et peut-être en nous donnant quelques clés sur les facteurs de succès, les ambitions qui étaient à l'origine de ces projets, peut-être quelques difficultés aussi que vous avez pu rencontrer. Alors, le projet Transfo Presse, comme on vient de vous le dire, c'est un projet qui s'intéresse à la presse en langue étrangère, c'est-à-dire son objet, ce sont les journaux et les périodiques qui sont rédigés dans une langue qui n'est pas la langue ou l'une des langues du pays dans lesquels ces journaux et ces périodiques sont publiés. Par exemple, personnellement, je travaille sur les journaux et les périodiques en anglais publiés en France au 19e. Et pour vous indiquer un ordre de grandeur, il y en a eu à peu près 300 au 19e siècle publiés en France. Alors, l'origine du projet, c'est un appel qui a été lancé du Centre d'histoire culturelle en 2012 en 4 langues, en français, en anglais, en espagnol et en portugais, en direction de la communauté académique, universitaire, internationale. À la suite de cet appel, des collègues de différentes disciplines, des historiens bien sûr, mais aussi des linguistes, des civilisationnistes, des spécialistes des médias, et provenant de nombreux pays, ont répondu à notre appel. Et c'est ainsi que, depuis 2012, progressivement, ce réseau s'est constitué. Alors, très rapidement, comment fonctionnons-nous ? Alors, pour les affaires courantes, c'est très simple. Nous avons un tout petit comité de pilotage qui est à Paris, qui est 3 ou 4 personnes. Si quelqu'un vient de l'étranger, on le reçoit volontiers dans notre comité de pilotage et on discute des activités à venir. Et grâce à Géraldine, qui a été postdoc pour Transfo Presse il y a longtemps, nous avons un site Internet qui n'est pas toujours très, très bien mis à jour, mais enfin, il existe. Chaque année, depuis 2012, nous organisons une rencontre. On appelle ça la rencontre Transfo Presse. C'est un colloque qui est organisé à l'initiative de membres de notre réseau, soit dans une université, soit dans une bibliothèque. Et pour vous donner quelques exemples, la première rencontre en 2013 s'est tenue à la Bibliothèque nationale. Elle a été suivie par d'autres dans une bibliothèque importante de Sao Paulo, à l'Hemeroteca de Mexico, ensuite à Paris 7, à Bucarest, à Rome, à Valparaiso. C'est juste pour vous donner une idée du rayonnement, je dirais, international de notre réseau. À Paris, nous organisons régulièrement un séminaire qu'on a appelé Séminaire Transfo Presse Europe. Je crois que c'est Géraldine qui l'a intitulé comme ça. C'est généralement un séminaire qui se déroule sous la forme de journées d'études en collaboration
on essaye de le faire à chaque fois avec une bibliothèque, soit avec la Bibliothèque nationale, soit avec la BUNAC, soit avec l'INALCO et d'autres institutions selon les thèmes abordés. On va bientôt, par exemple, faire une journée d'études à l'Institut du monde arabe. Progressivement, des groupes de recherche se sont créés un peu spontanément dans différents pays, au Brésil, en Italie, en Espagne et au Mexique, et puis plus récemment au Chili. Et ces différents groupes de recherche ont leurs propres activités. Nous publions, dès que nous le pouvons et le plus souvent possible, les travaux que nous avons réalisés dans les journées d'études et dans les colloques. Et donc, nous publions des numéros de revues spécialisées. Pour vous donner un exemple un numéro de revue spécialisée qui va sortir très bientôt, c'est un numéro sur la presse en arabe publié dans les pays non arabophones. Et donc, ce numéro spécial sera dans la revue des mondes musulmans et de la Méditerranée. Et puis, pour toutes nos rencontres, nous avons publié non pas vraiment des actes de colloques, mais des ouvrages autour de ce qui avait été fait au cours de ces colloques. Et il y a aussi, ça c'est une initiative des collègues d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud, un volume qui va être publié aux presses de l'Université Laval sur la presse francophone dans les Amériques. Alors, 2 mots sur nos projets. Nos prochaines réunions annuelles commence maintenant à se spécialiser. On a, dans un premier temps, essayé de cartographier, puisque ça n'avait jamais été fait, c'est un objet qui n'a jamais été étudié. On a essayé de cartographier mondialement cette presse, et puis, progressivement, nous essayons d'approfondir notre connaissance de la presse en langue étrangère. Et donc, en mai prochain, donc 2023, à l'Université de Sarrebruck, nous allons étudier les journalistes de la presse allophone. Donc cette presse en langue étrangère. En 2024, c'est l'Université de Séville qui va nous recevoir. Et là, nous allons étudier la manière dont on fabrique ce type de journaux. C'est difficile parce qu'il faut des typographes de cette langue qui n'existent pas dans le pays. Nous, on va étudier ces difficultés, cette fabrication et aussi la circulation de cette presse. Et puis, en 2025, donc on l'a programmé à 3 ans, on sera invité par l'Université d'Athènes et là, nous allons étudier les images et les illustrations qui existent dans la presse en langue étrangère. Du point de vue du séminaire et des journées d'études, juste 2 mots. Nous allons organiser en avril prochain, donc à l'Institut du monde arabe à Paris, une séance sur presse allophone et récits de voyage, avec une partie spécialisée sur le monde arabe et une autre ouverte à tous les pays. Et en octobre 2024, une séance à l'Université de Montpellier sur la presse anarchiste allophone. Et enfin, je pense qu'un jour, avec Jean-Claude Dion, nous pourrons organiser une séance que nous avons prévue sur presse allophone et spectacle vivant. Alors, juste pour terminer sur cette présentation rapide du réseau, l'une de nos grandes fiertés, je dois le dire, c'est que nous venons d'avoir l'accord des presses de l'Université d'Édimbourg pour un volume sur l'histoire de la presse en anglais dans le monde hors des pays anglophones au XIXe siècle. Et donc on a réuni 30 collaborateurs et nous aurons donc un grand volume qui s'inscrira dans l'histoire de la presse en Angleterre. Merci. On va passer la parole peut-être à Anaïs et Gabriella pour parler de Transatlantic Culture. Donc, je n'ai pas donné la date de lancement qui est un tout petit peu plus récent, mais quand même 2016. Donc, ça commence à faire quelques années aussi. Merci beaucoup, Géraldine. Merci, François. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous et d'être ici aussi avec Gabriella à distance. Alors, pour un peu plus de clarté, on s'est réparti le travail, donc je vais présenter la plateforme et Gabriella en discutera un certain nombre d'aspects dans un deuxième temps. Donc, cette plateforme, vous l'avez devant vous qui s'affiche.
On peut laisser ça d'ailleurs, très bien. Et je vous invite d'ailleurs, si vous voulez l'explorer, à regarder soit sur vos ordinateurs, sur vos téléphones, sur vos tablettes. On a normalement un site qui est assez adaptable et qui peut être consulté à partir de différents outils. Et donc vous pouvez peut-être, si vous êtes connecté, vous balader sur cette plateforme d'histoire culturelle transatlantique en même temps que je vous la présente. Alors, pour répondre à la question posée par Géraldine en introduction, nous, on dit TRAX, parce que c'est plus rapide. Donc, Transatlantic Cultures, pour les intimes, c'est devenu TRAX. Et c'est à la fois un projet collaboratif et un projet collectif. Un projet collaboratif international, parce que c'est d'abord comme ça qu'il a été construit, donc en lien avec plusieurs universités, 3 universités et 3 laboratoires de recherche. Le Centre d'histoire culturelle pour l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, mais aussi l'Institut des hautes études d'Amérique latine pour l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et la faculté de philosophie, de lettres et de sciences humaines pour l'Université de São Paulo. Donc c'est un projet qui est né de la rencontre de ces 3 laboratoires, qui a été financé aussi par plusieurs institutions, notamment l'Agence nationale pour la recherche en France et la FAPESP, qui est l'Agence pour la recherche de l'État de São Paulo au Brésil. Et puis on a eu aussi des financements de Paris-Saclay, du Fonds France Berkeley, de l'Institut des Amériques, enfin de nombreux partenaires et de nombreux financements qui nous ont aidés à mettre en œuvre ce projet, qui est aussi un projet collectif. Et c'est peut-être sur ce deuxième point que je vais insister, parce qu'il rassemble avant toute chose des chercheuses et des chercheurs qui sont issus de diverses disciplines. Il y a des historiens, mais il y a aussi des spécialistes d'études théâtrales, de musicologie, d'études littéraires, d'histoire de l'art, des civilisationnistes également, et qui travaillent à la fois dans des institutions en Europe, dans les Amériques, en Amérique du Nord et en Amérique latine, mais aussi dans des institutions africaines. Donc des chercheurs confirmés, des jeunes chercheurs, doctorantes, doctorants, qui ont bien souvent accepté de déplacer leurs objets de recherche pour les envisager dans une perspective transatlantique. Et c'était bien le point de départ de notre projet. Donc, on a des auteurs qui dialoguent en général avec le comité éditorial du projet, donc une vingtaine de personnes, pareil, qui appartiennent à des institutions donc réparties dans l'espace atlantique et qui sont responsables des différentes sections thématiques de notre plateforme. Et puis aussi toute une équipe technique qui est essentielle pour la mise en ligne, l'édition, la traduction des textes et tout le travail sur les métadonnées, l'insertion des médias et aussi la bibliographie, parce que c'est un des points forts, je crois, une des belles réussites de notre projet. Et là, je dois saluer le travail qui a été réalisé et qui continue d'être réalisé par Maximilien Petit au Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines. Donc, pour aller vite, c'est un projet qu'on a lancé en 2016, c'est-à-dire qui remonte à 2016, mais dont la première étape de présentation a eu en fait lieu l'année dernière, il y a tout juste 1 an, quand on a lancé en ligne cette plateforme d'histoire culturelle transatlantique. Et si on reprend le petit texte que vous avez sous les yeux, qui est le texte en fait d'introduction à la plateforme, les objectifs apparaissent assez clairement. Je ne le lis pas in extenso, mais l'idée, vous le comprenez bien, c'est de décrypter l'économie complexe des échanges entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques, en partant de l'hypothèse, ou plutôt peut-être même du postulat, selon lequel le monde atlantique a été un laboratoire privilégié de la mondialisation culturelle contemporaine. Ça, c'est vraiment le point de départ de notre projet. Et au fond, il y a 3 éléments qui sont ici essentiels. Le premier, ça tient à la définition même de l'espace atlantique, à ses lignes de force, à ses frontières. Le deuxième point, c'est la question des temporalités. Et au fond, de quoi on parle quand on parle d'histoire atlantique? Longtemps, on a parlé de l'époque moderne uniquement, et nous, on parle d'autre chose. Je vais y revenir. Et le troisième point relève peut-être plutôt des objets étudiés et de la spécificité
de l'histoire culturelle qui est conçue véritablement comme une histoire sociale des représentations, des pratiques et des productions symboliques face à des approches qui seraient plutôt de nature géopolitique ou issues des cultural studies. Et je crois que ça, c'est aussi un des points de discussion qu'on a eu entre nous dans le projet. Alors, peut-être si tu peux rentrer sur une des pages, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, tu peux prendre n'importe quel... le premier, la box, très bien. Voilà, ça c'est typiquement quand vous rentrez sur la plateforme, vous avez toute une série d'articles. Là, le premier, c'est un peu un hasard. C'est un texte sur la boxe et comment ce sport s'est constitué, s'est reconfiguré dans l'espace atlantique et qui a été écrit par un de nos collègues, Loïc Artiaga de l'Université de Limoges, mais qui est aussi chercheur associé au CHCSC. Et donc, on a donc une série d'articles qui sont en ligne qui... pour la plupart, alors c'est un travail qui est encore en cours, sont disponibles dans la langue d'origine, mais aussi en traduction, dans les 4 langues du projet, donc anglais, espagnol, portugais et français. Et ce sont des articles qui sont reliés entre eux par toute une série de mots-clés, de systèmes de liens, et qui comprennent aussi de nombreux médias. Je crois que ça, c'est une des originalités du projet. Alors, sur le plan plus conceptuel, ce qu'on a voulu faire avec cette plateforme d'histoire culturelle transatlantique, c'était, au fond, d'ouvrir l'histoire atlantique, de l'ouvrir vers l'histoire culturelle, parce que notre idée, c'était vraiment de prendre en compte tous les grands domaines de l'histoire culturelle, donc cinéma, édition, littérature, médias, musique, sport, etc. Et dans chacun de ces domaines, d'insister vraiment sur l'importance des médiations. Alors, on a beaucoup d'articles qui vont concerner des acteurs qui ont pu être soit de simples relais, soit de véritables passeurs culturels entre les différents rivages de l'Atlantique. Mais on a aussi des textes qui concernent les supports matériels, livres, revues, pièces de théâtre, films, chansons, etc. D'autres qui sont plus axés sur les zones de contact, ces sortes de hubs qui vont favoriser les sociabilités culturelles transnationales, donc que ce soit des villes portuaires, des capitales culturelles ou, à une échelle peut-être plus petite, des expositions universelles, des grands festivals, etc. Et donc, j'avance. Donc, l'idée, c'était d'ouvrir vers l'histoire culturelle, d'ouvrir vers le contemporain, parce qu'on a une histoire atlantique qui, pendant longtemps, a été vraiment conçue dans un cadre strictement colonial et dans le cadre de la première colonisation, donc vraiment limitée à l'époque moderne. Donc, notre pari, ça a été de dire que non, qu'il y a un sens à poursuivre cette histoire atlantique jusqu'à nos jours. Et donc, la focale, elle est placée vraiment sur la période contemporaine, donc fin 18e, au moment des indépendances, jusqu'à nos jours. Et le troisième élément, c'est qu'on voulait ouvrir cette histoire atlantique vers les Suds, au pluriel, c'est-à-dire ne plus considérer le transatlantique uniquement comme la relation entre l'Amérique du Nord et l'Europe, comme ça a longtemps été le cas, mais prendre en compte les multiples espaces de circulation qui composent ce monde atlantique, donc l'Atlantique Nord, bien sûr, mais aussi l'Atlantique Sud, l'Atlantique Noir de Paul Gilroy, par exemple, et l'importance du carrefour caribéen. Donc voilà, ça c'était le point de départ. Concrètement, ça s'est traduit par une plateforme que vous pouvez consulter, avec des textes qui sont écrits par des auteurs de profils divers. On est à peu près à 100 articles en ligne actuellement, et un projet qui est toujours en cours. Donc le principal résultat, c'est la plateforme, mais il y a aussi des colloques, des séminaires. La prochaine séance, Gabriela nous en parlera peut-être, de notre séminaire, aura lieu à São Paulo, pour ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, justement. Et ça sera vendredi prochain. Et dernier mot sur l'aspect collaboratif ou coopératif. Le vrai enjeu pour nous, c'était quand même de réunir, ça semble évident, mais j'insiste sur ce point, de réunir une équipe transatlantique pour faire une histoire transatlantique. Et ça, c'est à la fois, je pense, une des réussites du projet et une des sources de difficultés. Donc on abordera peut-être ce point dans un deuxième temps. On va reprendre du coup Gabriela en ligne. Alors, sur le deuxième point. Sur le deuxième point, d'accord. Donc, on la reprendra plus tard alors. Et dans ce cas, alors c'est Rémi après qui intervient sur Rwanda Map. Je suis venu ici à l'université, c'était lors d'un gros colloque organisé sur le génocide des Tutsis en octobre 2014.
et aussi depuis quelques années dans le cadre du projet Rwanda Map, dont je vais maintenant vous parler. Alors, donc, le projet Rwanda Map, alors, il y a peut-être plusieurs dates de naissance, comme pour tout projet, mais on le date en général à 2017-2018, donc un projet qui a 4 ans et demi maintenant. Mais peut-être la vraie date de création, c'était en avril 2018, avec une première journée d'études présentant le projet. Pour expliquer ce que c'est et comment ça a été pensé à sa création, c'était vraiment une dizaine de chercheurs qui voulaient créer un réseau de recherche sur le Rwanda et sur le génocide des Tutsis, dans un contexte où il n'y avait pas de réseau, tout simplement, sur le sujet. Et avec cette idée aussi d'essayer de surmonter des difficultés propres à la thématique du génocide des Tutsis, en particulier sur la dispersion des traces sur le sujet. Le réseau Rwanda Map, donc MAP, ça veut dire mémoire, archive, patrimoine, et ça veut aussi dire map comme carte ou cartographie. Et donc l'idée première, c'était donc de créer un réseau de recherche international sur les traces, mémorielles, archivistiques, patrimoniales, et en même temps d'essayer de cartographier les savoirs sur le sujet. Je vais essayer de revenir très rapidement sur quelques éléments. Qu'est-ce qu'on a fait au cours des 4 dernières années? Alors évidemment, 4 dernières années avec aussi 2 années de Covid. C'est à prendre en compte évidemment sur un projet international ou aussi avec le Rwanda et dans un contexte où il y a eu plusieurs confinements. Donc évidemment, ça n'a pas facilité toujours. Sur le réseau, il est piloté par 10 chercheurs, chercheuses qui sont de 5 pays différents. Donc on a un collègue qui est en Afrique du Sud. On est 3 en France, dont François Robinet, et aussi Violaine Baraduc, qui est anthropologue, 2 collègues belges qui sont historiennes, donc Ornella Rovetta et Florence Rasmont, 2 collègues britanniques qui sont littéraires, Anna Grayson et puis Catherine Gilbert, et 2 collègues rwandais, Philibert Kwakwenzire et Darius Gishoma, l'un qui est historien et l'autre qui est psychologue. Alors je précise évidemment les disciplines parce que c'est un autre enjeu, c'est que c'est interdisciplinaire et donc on essaye de faire travailler ensemble psychologues, historiens, littéraires, anthropologues sur la thématique sur laquelle on travaille, c'est-à-dire sur le génocide des Tutsis. Donc c'est un multiple apprentissage avec aussi un contexte peut-être à expliquer, c'est qu'il y a une vraie division dans le champ universitaire sur le Rwanda entre une recherche anglophone et une recherche francophone qui ne se parlent quasiment plus ou qui se parlent assez peu. Et donc l'idée aussi de ce réseau, c'était d'arriver à refaire travailler ensemble des chercheurs anglophones et francophones et faire en sorte que les historiographies fonctionnent ensemble. Alors parmi les points communs entre les chercheurs, c'est qu'on avait tous un terrain de recherche au Rwanda. Ça, c'est une dimension qui est importante. Et qu'on travaillait tous sur ces questions mémorielles, archivistiques et patrimoniales. Et on mobilise tous des archives différentes. Alors, certains sont les archives audiovisuelles, d'autres, ça peut être les archives diplomatiques, les archives judiciaires. Ça peut être les collections de presse écrites aussi. On mobilise des lieux et des objets différents. Quand je dis les lieux, ça peut être les lieux de mémoire, ça peut être les mémoriaux. Ça peut être aussi la question des corps, en ce qui me concerne, les corps comme lieu, mais aussi comme objet, dans la politique de mémoire. Donc voilà, on travaille vraiment sur des thématiques très différentes. Et puis il y a aussi évidemment toute la question des récits sur le génocide, en particulier les témoignages. Alors, le but de ce réseau, c'était d'arriver à faire d'abord des recherches collectives sur ces thématiques, d'organiser dans un premier temps quelques journées d'études pour essayer de faire un réseau international sur le génocide des Tutsis. Et là, je vais juste revenir vu que le temps est limité, sur un point en particulier, c'est la volonté de faire une cartographie des savoirs. Peut-être pour l'expliquer, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas eu tant de destruction d'archives que ça pendant le génocide des Tutsis, mais par contre, les archives sont dispersées. Donc un des grands enjeux, c'était d'arriver à savoir où est-ce qu'il y a des sources qui peuvent être utiles pour écrire l'histoire du génocide, et donc d'essayer d'arriver à créer une carte des archives qui sont disponibles au Rwanda, mais aussi en France, en Belgique, sur le sujet. Donc, l'idée, c'était de créer une plateforme numérique avec 3 dimensions. La première, donc, un guide numérique des archives et lieux de documentation sur le génocide des Tutsis. Donc, comme je vous disais, les collections sont dispersées à ce jour. La deuxième dimension, c'est de créer un annuaire des chercheurs, donc pour arriver à savoir qui travaille sur le génocide des Tutsis, dans un contexte où il y a de plus en plus de chercheurs et on ne les connaît pas toujours tous. Et dans un deuxième contexte qu'il faut rappeler, c'est que, mais j'y reviendrai je pense dans un autre moment, c'est que les chercheurs rwandais sont généralement beaucoup moins connus que les chercheurs non rwandais. Donc il y a aussi une volonté de rééquilibrage par le biais de la plateforme pour mieux valoriser les chercheurs rwandais qui travaillent sur le sujet et mieux valoriser leurs publications, puisqu'évidemment la première historiographie du génocide, c'est quand même d'abord une historiographie
rwandaise. Et la troisième dimension pour la plateforme numérique, c'est d'avoir une bibliographie collaborative la plus exhaustive possible. Donc, l'idée étant de permettre un accès plus simple aux chercheurs qui s'intéresseraient au sujet, de savoir tout ce qui a été publié sur le génocide des Tutsis au sens large. Et là encore, l'idée, c'est de faciliter la connaissance de tout ce qui a pu être publié, par exemple, par les chercheurs rwandais et étrangers. La plateforme numérique a pris une grosse partie de ces 3 dernières années. C'est la dimension peut-être la plus ingrate de la recherche, mais ça prend beaucoup de temps de faire une plateforme. Je ne peux que m'associer à toi pour remercier très grandement Maximilien Petit, sans qui cette plateforme n'existerait pas. Elle est en finalisation, elle devrait être mise en ligne en 2023. Donc là, je n'ai pas d'image à montrer aujourd'hui, mais dans quelques mois, la plateforme sera en ligne. Et elle sera vraiment un outil de recherche pour tous ceux qui travaillent sur le génocide des Tutsis. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous a le plus préoccupé au cours des dernières années. Peut-être que j'y reviendrai après. On est aussi en train de travailler sur des projets de recherche collaborative autour de différentes thématiques, sur la question des archives, par exemple. Qu'est-ce qu'on appelle archives du génocide ? Est-ce qu'on peut aussi aller vers des projets de conservation ou des projets de meilleure diffusion de certaines archives ? Peut-être m'arrêter là dans un premier temps et puis après répondre. Voilà. Je vais passer la parole à Gilles Malandin donc pour le projet Vilma qui a commencé cette année, c'est donc le plus récent. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette invitation. J'ai pas l'impression que ce micro fonctionne beaucoup, mais il faut que je me rapproche. Merci beaucoup pour cette invitation à présenter effectivement un projet, on va dire, émergent. Je ne sais pas si vous croyez que c'est possible de faire apparaître au moins la première page. Il est sur le bureau qui me donne l'occasion, donc moi qui suis sans doute à peu près le dernier arrivé au CHCSC, de présenter donc ce terrain qui pourra peut-être surprendre un petit peu au regard d'une part de l'histoire culturelle, mais pourtant c'est bien d'une histoire culturelle au sens évidemment large qu'il s'agit. Et puis aussi parce que je suis 19e et c'est un projet, à vrai dire, très orienté sur le XXe siècle. Alors, il s'appelle donc, nous l'avons appelé Vilma. Il s'agit donc d'écrire, on pourrait dire, une histoire culturelle des villages martyrs, en partant plutôt d'un terrain européen. Hein. On est quand même essentiellement sur, en tout cas, nos exemples de départ sont tous européens. Les villages martyrs, donc, comme patrimoine paradoxal, ou patrimoine négatif, patrimoine douloureux, et en même temps, avec des questions qui se posent dans le présent de ce qu'on fait de ce patrimoine. Alors, le projet, il est effectivement à la fois collectif, il a une petite dimension collaborative, si on fait une nuance donc entre les deux. Il est d'abord né donc d'un programme ANR, qui est la source principale aujourd'hui de financement de projets. Bon, il y aurait beaucoup à dire, mais on ne va pas épiloguer sur l'ANR. Ça a aussi quand même des aspects positifs, de permettre donc la constitution d'équipes pluridisciplinaires et puis surtout de chercheurs qui viennent eux-mêmes d'horizons divers et qui ont besoin donc aussi d'une structure pour collaborer. Et donc là, il s'agit d'un programme ANR porté par Stéphane Michonneau sur les ruines de guerre, les usages usages politiques et sociaux des ruines de guerre du XVIe au XXIe siècle, avec vraiment ce pari, et ça peut expliquer du coup mieux peut-être ma participation aussi à ce projet, d'une approche sur le temps long, y compris donc partant de l'époque moderne, même si la réalité c'est qu'en fait c'est quand même surtout le XXe, XXIe siècle, ou en tout cas le XXe siècle, qui est travaillé. D'autre part, donc, dans le cadre de cet ANR, on a constitué une sorte de sous-groupe, ou un groupe qui s'est un petit peu greffé donc, dans ce cadre, puisque dans l'ANR, l'exemple primordial, c'était celui de Oradour-sur-Glane. J'ai la concurrence de évidemment, je comprends.
c'est autre chose qu'Oradour. Donc Oradour-sur-Glane, c'était notre exemple un peu privilégié, hein. Il y a eu tout un travail de terrain qui a été fait à Oradour. Bon, évidemment, le village martyr par excellence en France, et puis surtout le plus grand site de ruines conservées, on pourrait dire, hein, de ruines de guerre conservées, non seulement en France, mais en Europe, dans le monde. Bon, un paradigme absolu, et d'ailleurs quasi unique, à vrai dire, hein, de la conservation des ruines. Et donc, à partir d'Oradour, si vous voulez, le projet Village Martyr consiste à s'intéresser justement donc à l'ensemble des villages martyrs qu'on peut repérer donc dans l'espace européen, en particulier donc en Italie où il y en a plusieurs, en Grèce où il y en a beaucoup aussi, Lidice en République tchèque, qui est un petit peu le prototype du village martyr, puisque c'est 1942, c'est le premier en quelque sorte. Et c'est intéressant parce que c'est un village martyr où il n'y a pas la moindre ruine, puisque les Allemands, enfin les nazis ont rasé justement ce village. Ils n'ont rien laissé, donc il n'y a rien. Mais il y a un paysage, il y a une mémoire, un mémorial, un musée d'art contemporain en particulier, hein, sur place. Donc voilà. Donc du coup, évidemment, on s'écarte un petit peu du projet ruine pour aller donc vers un peu un autre objet qui est celui du village martyr. Alors, je ne sais pas si tu peux revenir peut-être plutôt en remontant, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Les 5 axes donc du projet. Alors, il faudrait peut-être que je dise d'abord que ce projet, donc, il réunit essentiellement, donc, enfin, le noyau, on va dire, c'est une dizaine de chercheurs et de chercheuses, surtout historiens d'histoire contemporaine, mais aussi une géographe, Anne Herzog, de Cergy, que je veux citer parce qu'elle joue un rôle très important, moteur dans ce projet. Et c'est avec elle, en fait, que donc j'ai constitué un petit peu le projet pour, notamment, en m'adressant donc à la MSH de Paris-Saclay, hein, qui nous a donc qui nous aide à travailler. Alors, donc on est une dizaine et on essaye donc, pour le moment c'est un petit peu exploratoire, hein, on travaille et pour le moment c'est surtout une série de séminaires en fait qu'on tient. On est en train donc de les faire. Le travail a commencé en février dernier à Oradour, il s'est poursuivi en juin dans le Vercors, puisque le Vercors c'est une grande région aussi de martyrs, hein, de la Deuxième Guerre mondiale. On l'a poursuivi à Marzabotto, donc en Italie, près de Bologne, au mois de septembre. On va le poursuivre à Lidice au mois de février. Et enfin, en Grèce, à Distomo, nord de la Grèce, donc au mois d'avril. Voilà, donc ça c'est un petit peu une phase un petit peu exploratoire, mais j'insisterai peut-être sur cette dimension, ce que notre collègue géographe donc appelle un séminaire multisitué, où on insiste évidemment sur le fait d'aller sur le terrain. Bon, c'est pas une nouveauté absolue, bien sûr, en sciences sociales, loin de là, mais je crois que c'est une dimension importante, hein, de travailler avec parfois des questionnements donc d'histoire, hein, bien sûr, mais de travailler aussi à partir d'une appréhension des lieux, hein, eux-mêmes, et évidemment en dialogue aussi. Ça c'est un peu l'idée avec les personnes qu'on parvient à rencontrer sur place, hein, et qui peuvent être généralement des acteurs institutionnels locaux, voire des témoins, enfin comme vous trouvez un peu dans ces villages, hein, voilà. Donc on organise ces séminaires et évidemment on a un certain nombre de projets de publication et puis de développement, hein, du projet vers un programme européen par exemple. Ça, ce serait l'idéal, ou en tout cas vers un colloque international qui pourrait d'ailleurs permettre d'élargir au-delà même du cas de l'Europe. Une chose que je voudrais aussi signaler, c'est que on restitue, on essaye, enfin après il y a des problèmes de gestion du temps, mais bon, on restitue donc les séminaires et la réflexion collective qu'on essaye d'avoir progressivement à la fois sur l'histoire et sur les problèmes actuels de ces sites, hein, qui se retrouvent évidemment d'un site à l'autre, qui sont aussi parfois distincts d'un site à l'autre. On restitue donc cette enquête collective en quelque sorte par l'intermédiaire d'un carnet de recherche.
Il y a eu un numéro très intéressant du mouvement social en 2019 sur les nouvelles écritures, justement, un peu de l'histoire, et avec un article de Malika Rahal sur le carnet de recherche, qui est extrêmement intéressant, comme justement, alors c'est un petit peu cette idée de plateforme, de lieu, ça c'est vraiment ce que permet aujourd'hui l'État, enfin Internet, quoi, c'est-à-dire effectivement d'avoir un outil commode pour rassembler, disons, des travaux, les présenter, et dans un rapport au temps et à la publication qui est assez souple. Donc voilà, ça facilite un peu le fait de le faire au fur et à mesure. Et ce carnet de recherche, je le signale, il est hébergé, si on peut dire, sur le carnet de recherche de l'ANR Ruines. Donc c'est ruineshypothèse.org, puisque les carnets de recherche, c'est... Voilà, on l'a mis au début, je l'avais mis dans la toute première. Alors, juste peut-être un mot sur donc nos axes de recherche, notamment pour expliquer quand même qu'il y a une dimension donc historienne qui est quand même tout à fait présente, à laquelle évidemment je tiens particulièrement, qui consiste aussi à réfléchir sur, je dirais, les conditions de possibilité de l'émergence de cette catégorie ou de ce statut de village martyr qui surgit, mais qui ne surgit pas tout à fait de nulle part, évidemment, en 1944-45. Et donc, pour ma part, et on est plusieurs à essayer aussi de réfléchir à la genèse du village martyr, notamment à la fin du 19e siècle, ou entre la fin du 19e siècle et le premier 20e. Par ailleurs, donc, je l'ai dit, on travaille sur la construction du statut. Qu'est-ce que ça signifie d'être un village martyr, ou une ville martyre d'ailleurs, mais on se concentre plutôt sur les villages. Mais il y a aussi la notion de ville martyre qui est évidemment voisine. On s'intéresse évidemment aux enjeux de reconstruction des villages, aux enjeux donc patrimoniaux, au devenir des ruines, du moins quand il y a des ruines, et à la délicate question de la conservation des ruines. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine paradoxal? Comment on pense le tourisme? Alors, il y a aussi toute une réflexion sur les applications de visite et les applications de guidage des touristes. Donc là, c'est aussi un des versants un peu humanité numérique du projet. Et puis, on peut aussi insister sur la question de la circulation d'un modèle. Le fait que, évidemment, c'est intéressant de voir qu'il se forme des réseaux aussi de villages martyrs, qu'il s'est formé, et régulièrement, donc, il y a comme ça des liens et puis des comparaisons qui sont faites. Merci à tous les 5 pour ce premier temps de présentation un peu générale en fait de ces projets. Alors évidemment, il y a beaucoup de questions qu'on pourrait poser à ces projets sur leur fécondité en termes de partenariat et de réseau, sur la mise en visibilité internationale, sur le poids peut-être aussi des tutelles ou des appels à financement. Mais on a fait un autre choix. On a fait le choix d'orienter la discussion autour de 2 points et on va regrouper les 2 points qu'on vous avait soumis puisqu'on est un petit peu tenu par le temps. Donc le premier point sur lequel on souhaitait avoir un éclairage, c'est essayer de comprendre dans quelle mesure ces projets peuvent être générateurs de nouvelles formes d'écriture de l'histoire. Est-ce que, selon vous, les productions auxquelles vous aboutissez sont des productions qui font jaillir un certain nombre de singularités dans la manière que nous pouvons avoir de produire du savoir? Et on peut même aller plus loin. Est-ce que vous pensez que l'expérience que vous avez peut susciter une sorte de choc en retour par rapport à votre propre pratique individuelle de recherche et d'écriture? Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point sur lequel on souhaitait avoir un éclairage, on avait été assez ouvert en fait dans les propositions en vous demandant, par rapport à votre expérience, finalement, ces collectifs que vous avez créés, est-ce qu'il y a peut-être un sujet spécifique sur lequel cela vous a permis de dénouer des problèmes? On avait évoqué peut-être les questions de langue, de rapport nord-sud entre chercheurs. Bon, il y a la question du numérique, mais qui sera évoquée, je crois, dans une table déjà assez largement demain après-midi, si ma mémoire est bonne. Enfin voilà, en gros, on vous avait un petit peu ouvert la voie pour que vous puissiez vous exprimer sur un élément peut-être de fécondité particulier du projet. Et je vous propose peut-être que nous donnions la parole à Gabriela, puisqu'elle n'a pas eu encore l'occasion de s'exprimer. Gabriela, ça va? Tu as pu suivre les échanges? Oui, parfaitement. De cette table ronde, François,
parce que les autres tables rondes du matin chez vous n'étaient pas encore transmises. Non, je vais les voir après, quand elles soient disponibles. Mais bon, oui, je peux intervenir. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis très contente de participer de ce séminaire consacré aux 30 ans, à la célébration des 30 ans du Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines. Je voulais juste remarquer que je fais un étage doctoral dans le centre, ça fait 22 ans, sous la direction de Jean-Yves Mollier, avec une présence très importante de Diana Cooper-Richet, que je viens d'entendre dans cette table ronde, et que cette expérience au centre a été très importante dans mon parcours professionnel et qui a ouvert toute une trajectoire de collaboration avec l'Université de Versailles, Saint-Quentin-Yvelines et avec d'autres historiennes et historiens en France de manière générale. Alors, merci François Robinet de l'invitation, merci aux autres membres du comité organisateur de cette table ronde. Bon, François nous a demandé de commenter un aspect important de cette expérience d'un projet collectif de recherche dans le domaine de l'histoire culturelle. Anaïs Fléchet, ma collègue, aussi avec Olivier Compagnon, dans la coordination de ce projet, a déjà présenté les lignes générales de la plateforme Transatlantic Cultures. Je serai bref là pour commenter alors un aspect que j'ai choisi et c'est le suivant. Dans notre plateforme, nous avons déjà publié plusieurs articles écrits par les collaborateurs des pays différents, même de continents différents, sur un problème bien sûr en commun, qui est le problème de comment la culture, les pratiques, les hommes, les femmes qui sont les médiateurs, qui sont les producteurs des cultures, les objets, les institutions, comment tous ces sujets-là font circuler des égards, des pratiques, des objets de la culture dans l'espace atlantique, dans l'époque contemporaine. Mais les collaborateurs, à partir de cette question partagée entre nous, ont produit ce qu'on pourrait appeler les études des cas, c'est-à-dire ils ont choisi un sujet spécifique dans les chantiers de l'histoire du cinéma, de la musique, de l'édition, de l'éducation, de la pensée, des arts visuels, etc. Ils ont développé alors un récit sur une trajectoire d'un objet, d'une personne, d'une institution qui a circulé dans cet espace atlantique. Et maintenant, après quelques années de beaucoup de travail où nous avons déjà plusieurs articles réunis dans notre plateforme, je pense que nous pouvons tout à fait, à partir de cet univers déjà produit, ce n'est pas terminé, non, parce que nous continuons à publier des nouveaux articles, mais que nous pouvons tout à fait revenir à une autre échelle de réflexion et penser quelles sont ces formes de circulation de la culture dans l'espace atlantique, dans l'époque contemporaine, avec une perspective qui déjà sort des études de cas pour revenir au domaine de la théorie de l'histoire, au domaine des grandes interprétations de l'histoire et récupérer là des nouveaux éléments qui nous arrivent justement à partir d'un processus de production et de débat sur l'histoire qui est collectif, qui est le résultat d'un long processus de réflexion dans un groupe élargi et qui a collaboré d'une manière très intensive et très inquiète. Le processus lui-même a été un processus tendu, très inquiet dans le bon sens de ce mot
qui est le sens vraiment de la création de quelque chose qui n'était pas donné au début. Bon, là, je pense que nous poursuivons, bien sûr, dans le domaine de l'histoire comparée, des histoires connectées, mais que nous avons arrivé à quelques spécificités qui nous permettront, j'imagine, dans ce moment, à partir de cet état de l'art de notre travail, de revenir à cette idée de quelles sont les formes de circulation de la culture dans l'espace atlantique à l'époque contemporaine. Et là, ça qui devient très clair à partir de ces coopérations de l'ensemble des collaborateurs, c'est le sens que le déplacement des objets culturels, des médiateurs culturels, des instances de diffusion culturelle, le déplacement provoque tout à fait des changements très profonds dans le sens que cette culture gagne à chaque nouveau contexte, à chaque nouveau espace. Et les changements qui arrive à partir du déplacement est un changement qui nous enseigne un espace culturel, un processus de globalisation à partir du 19e siècle dans l'espace atlantique, qui est un espace marqué par des disputes très profondes, par beaucoup de tensions, par un effort permanent de récréation, des productions, des réponses, des incentives, des encouragements qui arrivent d'une autre part et qui provoquent tout à fait des nouvelles créations et des réponses avec un sens qui est aussi de se contraposer par rapport à ce qui est arrivé. Et pour cela, je pourrais vous donner beaucoup d'exemples à partir des articles qui sont publiés sur Trex. Je ne ferai pas ça à cause du temps, mais je vous invite tout à fait à regarder la plateforme avec cet égard de comment, dans chaque point de départ, et là, tout à fait, je reconnais que notre plateforme enseigne comment l'histoire culturelle peut être racontée, peut être écrite à partir de points de départ différents. Et à partir, quand on suit les lignes qui se déroulent à partir de ces points de départ différents, on voit tout à fait ces dynamiques qui sont tendues, qui sont parties d'une récréation permanente et où la culture est tout le temps traversée par l'essence aussi politique. Alors, c'est ça que je voulais vous souligner comme ce que je trouve un résultat intellectuel, scientifique, très expressif de ce travail que nous avons pu développer en coopération internationale, transcontinentale et transatlantique. Merci. Merci beaucoup, Gabriela. Il y a beaucoup de choses dans ton propos, évidemment, qui mériteraient d'être discutées et échangées. Je ne sais pas, alors si quelqu'un veut rebondir ou apporter ces éléments à partir de la prise de parole de Gabriela ou à partir des éléments que vous avez préparés. Diana, peut-être ou... Tu m'avais posé la question du renouvellement de l'écriture de l'histoire. En quoi est-ce que Transfo Presse a pu apporter quelque chose ? Il me semble que jusqu'à Transfo Presse, en fait, l'histoire de la presse était étudiée dans un cadre national. Et donc, ces journaux-là, en langue étrangère, n'étaient pas considérés comme faisant partie de cette histoire. Donc, je crois que quand on a abordé la presse en langue étrangère, on s'est confronté à un objet d'histoire qui était complètement occulté, oublié, ignoré. Et quand j'ai lancé l'appel en 2012, donc cet appel en 4 langues, j'avais avant consulté toutes les grandes histoires de la presse des pays comme l'Angleterre, la France, l'Australie, les États-Unis. Et dans aucune de ces grandes histoires de la presse,
il n'était mention de la presse en langue étrangère, alors que certains de ces pays, comme les États-Unis, l'Australie ou le Canada, sont des pays d'immigration où il y a forcément énormément de journaux en langue étrangère qui ont été publiés. Et je crois que grâce à nos travaux, il y a eu une prise de conscience que cette presse formait un continent documentaire immense, qu'il avait un intérêt, et j'en vois pour preuve, en fait, les invitations que l'on a des grandes associations de spécialistes de la presse, ou internationaux, européens, spécialistes des périodiques, qui nous demandent de venir présenter ce qu'on fait, parce que nulle part on a étudié cette presse en tant que telle. Donc ça, c'était la première remarque. Je pense qu'on a contribué à faire émerger cet objet d'histoire. La deuxième question que tu m'avais posée, c'était vertus et limites du numérique. Très rapidement, je dirais qu'en ce qui nous concerne, la première vertu, c'est la sauvegarde. La sauvegarde la numérisation des documents, elle se fait à grande échelle dans un certain nombre de pays, notamment au Chili, par exemple, où les collègues chiliennes ont lancé un grand programme de numérisation de la presse en anglais publié au XIXe siècle. C'est très nombreux journaux, très importants, qui ont été publiés pendant très longtemps. Moi, j'ai réussi à faire numériser un certain nombre de documents à la BNF. Et donc, il y a des efforts comme ça qui sont faits un peu partout. Il y a des projets au Mexique sur la presse en français publiée au Mexique au XIXe siècle. Donc, tout ça, je considère que ce sont certaines des vertus de la numérisation et des humanités numériques. Je serais un petit peu plus réservé en ce qui concerne les grands projets qui sont lancés en ce qui concerne les humanités numériques. Je pense à un exemple de projet où, au bout de 5 ans, les collègues se sont retrouvés face à une abondance de données. Ils ne pouvaient pas les traiter. Et comme le programme était fini, il n'y avait plus les spécialistes pour les traiter. Et donc, on ne sait pas dans quelle direction aller. Donc, je crois qu'il faut être relativement modeste dans l'appréhension de ces programmes. Et jusqu'ici, à Transfo Presse, on ne s'est pas lancé dans de grands projets comme ça. On a préféré essayer de cartographier cette presse, de l'étudier un petit peu. Et puis, on a été associé par le biais d'autres programmes dans des grands projets. Voilà. Très bien, merci beaucoup Diana. Je pense qu'avec Maximilien demain et toute la table ronde, la question de la gestion des données, d'Omeka et toutes les difficultés aussi que ça pose aux chercheurs, en même temps le potentiel aussi de cette nouvelle manière de travailler sera évoqué. Gilles, est-ce que tu peux aussi nous dire un petit peu le recul que tu as par rapport justement à tes pratiques d'historien ou aux pratiques de tes collègues ? Écoute, c'est vrai que c'est un peu délicat parce que là, justement, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on est encore abouti à une écriture ou une réécriture encore, bien sûr. Donc, c'est un petit peu. Ce qui est certain, c'est que on voit bien qu'on est, et peut-être alors là, particulièrement dans notre champ, dans notre présent de chercheurs actuels, on est vraiment effectivement confronté à la difficulté d'articuler des logiques institutionnelles, professionnelles qui nous conduisent plutôt vers l'individualisme, il faut dire, à bien des égards. Et il y a de ce point de vue-là un défi à trouver des formes effectivement de recherche collective et pourtant nécessaires pour aboutir à des résultats que chacun ne peut, qui sont plus difficiles à réaliser individuellement. C'est vrai que c'est un vrai défi, il y a une vraie difficulté. Il y a les barrières disciplinaires, il y a les barrières même parfois aussi périodiques en histoire. Il y a le fait que tout le monde est débordé, que personne n'a vraiment de temps. Ça, c'est un vrai problème, qu'il faut coordonner les efforts. Mais après, il est certain que quand même si on sent bien, et même je trouve même personnellement, on sent bien la difficulté entre des logiques de travail. Quand on sort, par exemple, plusieurs années finalement de projets personnels, individuels, c'est vrai que c'est pas si évident de se retrouver à collaborer, à coopérer avec d'autres et à accepter tous les coûts notamment temporelle, de la coordination. Et en même temps, évidemment, c'est extrêmement riche et on peut espérer que ça aboutisse réellement
à quelque chose des choses intéressantes. Je crois qu'il faut dire aussi qu'on n'invente pas aujourd'hui la recherche collective. Toute l'histoire de la recherche, il faudrait la faire d'ailleurs, ça serait intéressant, mais le collectif dans la recherche, il existe depuis longtemps, il est même peut-être assez fondateur d'une certaine façon. C'est plutôt, il faudrait aussi se demander l'histoire de l'individualisme dans la recherche. Mais donc voilà, on réinvente effectivement, on essaye de retrouver effectivement des formes de collectif. Ça suppose effectivement de trouver des structures, de se donner un peu le temps, la durée aussi, pour travailler ensemble, pour arriver effectivement à mettre en commun des approches, des compétences, des travaux aussi que chacun va réaliser un petit peu de son côté pour effectivement arriver à une écriture finalement à la fois polyphonique mais en même temps concertée et ça je crois que c'est un défi important, oui. Très bien, tu as rappelé quelque chose d'important, c'est vrai, la mise en perspective historique finalement de notre manière de travailler en collectif. Et je pense, Anaïs, je pense qu'on peut dire qu'on a été aussi influencé au centre par des projets qui nous ont précédés. On peut peut-être rappeler le dictionnaire d'histoire culturelle dirigé par Jean-François Sirinelli, Christian Delporte et Jean-Yves Mollier, qui font partie un peu de ces pierres angulaires de l'histoire culturelle et qui, pour moi, ont eu une influence. Je pense qu'au début de Trax, c'était aussi le cas. Trax a aussi influencé les projets qui sont nés comme Rwanda Map par la suite. Donc tout ça se nourrit finalement. Il y a des jeux de dialogue aussi en fonction des expériences des uns et des autres. Et Rémi, je vais peut-être te laisser aussi présenter peut-être on est un peu tenu par le temps, donc soit un point que tu souhaitais avancer, soit la question des écritures. Malheureusement, on a commencé un petit peu en retard. On va rattraper un petit peu, mais on va déborder aussi un petit peu. Mais ce que je vais faire un petit mix. Je vais être très court sur les 2 points. Non, c'était de me dire parmi les particularités, je trouve, de travailler dans ce réseau Rwanda Map, c'est ce que ça permet quand on travaille sur, on va dire, les circulations transnationales de la mémoire du génocide. Il y a quand même une tendance à avoir des travaux, par exemple, sur la mémoire du génocide des Tutsis au Rwanda ou la mémoire du génocide des Tutsis en France, alors que là, on peut travailler avec des collègues sur les différentes mémoires dans différents pays et leur évolution. Et ça, c'est une vraie différence. Je pourrais donner plusieurs exemples. Un que je trouve très intéressant, il y a une association de rescapés du génocide des Tutsis qui s'appelle Ibuka, ce qui veut dire souviens-toi en Kinyarwanda, qui a été en fait d'abord créée en Belgique en août 94, donc on est quasiment dans la période du génocide. Puis ensuite, cette association, elle est créée au Rwanda, elle est créée en Suisse. Elle va mettre 7 ans pour être créée en France avec Ibuka France. Donc on voit en fait que le concept d'Ibuka, il a fini par circuler. Et ces dernières années, on a Ibuka Italie, Ibuka États-Unis, Ibuka Pays-Bas, etc. Donc on voit en fait comme ça une sorte de marque, l'association de rescapés qui circule. Et on peut arriver à travailler en fait à plusieurs sur cette question-là. On essaie aussi de s'intéresser aux différentes réceptions, par exemple, de certaines œuvres. Si je prends par exemple le film Hôtel Rwanda, qui a eu un vrai effet en termes de réception aux États-Unis sur ce qu'est l'histoire du génocide des Tutsis, c'est pas le cas en France. On pourra aussi parler par exemple de Petit Pays, de Gaël Faye, énorme succès de librairie en France. Qu'en est-il dans d'autres pays? Pas forcément. Et donc on s'intéresse aussi à ces questions-là. Et travailler à plusieurs, c'est assez intéressant pour décentrer des regards. Je donne un exemple très concret. Lorsqu'il y a eu la commission Duclerc sur le rôle de la France au Rwanda, avoir des collègues non français était très agréable parce que eux voyaient ça de très loin en fait. Et donc là, on semblait nous empêtrés dans des histoires politiques, recherches, etc. Eux disaient, bon, au fond, ça leur paraissait lointain et rapprocher ça à leur propre thématique. La Belgique a eu aussi une commission d'enquête sur le rôle de la Belgique au Rwanda. Les États-Unis ont leur propre questionnement. Et le fait de croiser ces questionnements, ça relativise aussi des fois des enjeux politiques sur la recherche. Et on revient à l'universitaire pour faire du comparatif. Sur le point moi, qui me semblait intéressant, alors j'allais pas sur le numérique parce qu'il y aura d'autres tables rondes sur ce sujet, c'est sur la question des langues. On est dans un contexte au Rwanda, pour l'expliquer, il y a une langue nationale qui est le Kinyarwanda, parlé par tous les Rwandais. Il y a l'anglais qui est langue d'enseignement à l'université, mais aussi maintenant primaire, secondaire. Avant, puisque c'est un pays d'abord avec une présence allemande, puis une présence coloniale belge, le français a été langue d'enseignement depuis, on va dire, les années 20-30 jusqu'au fin des années 2000, et langue aussi dans les ministères. Et on a aussi le swahili qui est présent. Et donc, en fait, la question des langues, elle est en permanence là, sur les questions d'archives, sur les questions de traduction. C'est vraiment une question qui revient en permanence, qui n'est pas négligeable.
Pour donner quelques exemples sur la question de la langue, il y a une première dimension qu'on se pose beaucoup, c'est comment travaillent les chercheurs sur le terrain, avec quels assistants, quels traducteurs, quels interprètes, comment ça fonctionne concrètement sur le terrain. Ça pose des questions éthiques, ça pose des questions financières d'avoir des assistants. Il y a plein de questions autour de la langue aussi sur le nouveau vocabulaire qui est apparu autour du génocide des Tutsis après 1994. Il y a un nouveau vocabulaire qui est apparu en Kinyarwanda. Il y a aussi un vocabulaire, on va dire français, anglais par exemple, sur la justice internationale, le pardon, qui a été kinyarwandisé. Donc on s'intéresse peut-être à ces évolutions de langue. Et dans un contexte où, pour le dire sur la question des langues, c'est très politique, il y a des enjeux de pouvoir, en particulier par rapport à la recherche. Moi, j'aime bien citer cette formule de l'historien franco-rwandais José Kagabo, qui était maître de conférence à l'EHESS, et qui disait qu'après 1994, les langues de validation de l'histoire du génocide des Tutsis, c'était le français et l'anglais. C'est-à-dire que le Kinyarwanda, qui est la langue nationale du Rwanda, qui est la langue des acteurs, en fait, c'est pas la langue de l'écriture de l'histoire du génocide, ce qui pose évidemment plein de questions sur pourquoi on écrit l'histoire si ensuite ça peut pas être reçu par les personnes concernées. Et ça a des conséquences assez fortes. Je donne un exemple très concret. Le tribunal pénal international pour le Rwanda, 1,5 milliard de budget, enfin vraiment un moment important dans l'histoire de la justice pénale internationale. La plupart des témoignages étaient en Kinyarwanda, traduits en français et en anglais. Nous avons les transcriptions en français et en anglais, mais le Kinyarwanda n'a jamais été retranscrit. Bon. Ce qui dit quelque chose de l'absence du Kinyarwanda dans le monde judiciaire, mais ensuite ça a des conséquences sur le monde universitaire, et puis même pour les Rwandais, qui se retrouvent quasiment exclus de leur propre histoire. Et donc on a aussi une vraie réflexion sur cette place des langues, quelle place on lui redonne, est-ce qu'on va aussi aller vers des traductions de textes en Kinyarwanda. Enfin, ça pose plein de questions aussi sur le fait que l'historiographie est majoritairement non rwandaise. Enfin, bon, voilà, c'est quelques éléments. Et ça, évidemment, on en parle beaucoup avec les collègues rwandais. Et je donne un dernier exemple. On était au Rwanda pour un gros colloque en septembre avec François Robinet, qui est une sorte de suite de la commission du Clerc. Très gros colloque universitaire à Kigali, où on avait des collègues rwandais, des collègues internationaux, etc. Mais il n'y avait pas d'étudiants rwandais parce que la nouvelle génération est anglophone et le colloque était en français. Bon, non négligeable aussi comme problème, parce que les archives, par exemple, ont longtemps été en français, et ces étudiants, maintenant, ne comprennent pas le français, donc qui seront les historiens rwandais du futur, etc. Enfin, c'est évidemment toutes les questions qui nous occupent, et donc on parle en permanence de cette question-là, des langues, et comment y réfléchir par rapport à notre sujet. Voilà. Merci beaucoup, Rémi. Comme on est tenu par le temps, je vais laisser peut-être le mot de la fin à Anaïs en 3-4 minutes, si c'est possible, Anaïs. Oui, mais je vais même être beaucoup plus brève que ça, juste pour dire qu'effectivement, la question linguistique, elle a été essentielle pour nous, et c'est, je pense, à la fois une des forces du projet Transatlantic Cultures et aussi une des difficultés structurelles, parce qu'il a fallu s'entendre et que des mots très simples parfois sont difficiles à traduire, et que quand nos collègues africains sont arrivés en nous disant qu'ils travaillaient sur la période coloniale, nos collègues latino-américains ont réagi en disant « Tiens, c'est bizarre, mais pourquoi ils nous ont envoyé des Africains qui travaillent sur la période coloniale alors que nous, on travaille sur le 19e, le 20e et le 21e siècle ?» Et pourtant, c'était des historiens qui parlaient. Et bien sûr, le mot colonial ne renvoyait pas du tout aux mêmes temporalités ni aux mêmes réalités dans les deux espaces. Donc voilà, sur des mots très simples, on avait déjà des formes de malentendus qui ont pu émerger. Et donc, toutes les grandes catégories qui structurent notre plateforme ont été l'objet de discussions entre 4 langues. Donc c'était à la fois passionnant et un peu difficile à mener. Et sur un autre point, c'est sur la question, et c'est toujours lié à la question des langues, sur la question de l'écriture même de l'histoire. Alors Gabriela a dit qu'on a des récits qui ont des points de départ différents, qui se retrouvent sur cette plateforme. On a aussi des récits qui sont écrits dans des langues différentes au point de départ et qui viennent de traditions académiques et historiographiques différentes. Donc, une des premières choses qu'on a souhaité faire, c'est de croiser les bibliographies. Et donc, on a tout un outil bibliographique qui est disponible sur Zotero et qui est vraiment une des grandes réussites de la plateforme, je trouve. Et personnellement, je crois que c'est le plus intéressant pour moi dans cette aventure, ça a été d'aller lire des choses que je ne connaissais pas et de me familiariser, parfois même de manière un peu lointaine, mais enfin parfois de manière plus approfondie, avec voilà, des traditions de pensée qui ne m'étaient pas forcément familières au point de départ. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais insister pour conclure.
c'est qu'on a un projet collectif qui était collectif au départ, mais je crois plus encore qui a gagné avec le temps. Et Gilles le soulignait tout à l'heure, l'importance des séminaires, l'importance de l'enracinement dans le temps. Et maintenant, je considère que nous, on a un projet qui a créé du collectif. C'est pas exactement la même chose. C'est qu'il y a un petit groupe qui existe maintenant, qui se renouvelle aussi parce qu'on a des doctorants, parce qu'il y a des échanges qui se perpétuent. Et je crois que c'est peut-être plus encore que la plateforme en tant que telle qu'elle existe. Pour moi, à titre personnel, un des principaux points de satisfaction dans ce projet que de voir ce collectif qui a quand même émergé ici au sein du Centre d'histoire culturelle, se déployer, se transformer, perdurer sous d'autres formes et en tout cas permettre d'approfondir toujours ces questionnements qui restent les nôtres aussi au centre sur ces questions d'internationalisation, de mondialisation de la culture. Pour conclure, c'est vrai qu'il y avait encore plein de questions qu'on aurait évidemment souhaité vous poser à toutes et à tous, et notamment peut-être des questions sur justement ces nœuds, ces moments peut-être de discussion un peu dense, parce que dans chacun de vos projets qui se sont déroulés sur le temps long, qui ont mobilisé des collectifs importants, transnationaux, transdisciplinaires, vous avez été tous amenés à avoir des discussions épistémologiques, j'imagine, qui ont pu être un moment très certainement pointue et importante, et c'est là certainement que les objets ont été redéfinis, reprécisés. Enfin voilà, donc moi j'aurais volontiers discuté plus sur sur ce que j'appellerais des nœuds, des moments de tension dans les projets, parce que ça nous aurait permis de réfléchir à comment l'histoire culturelle comme ça aussi est redéfinie par ces projets-là. Mais comme nous n'avons pas le temps, je vais plutôt me contenter de vous dire toute mon admiration pour l'énergie que vous avez tous et toutes déployée dans l'animation de ces réseaux qui vous l'avez dit un demi-mot, ça prend un peu de temps, mais ça prend surtout une somme d'énergie considérable. Et bravo à toutes et à tous. Et j'espère que les étudiants qui nous écoutent aujourd'hui en tireront de l'aspiration et peut-être profiteront pour vous poser quelques questions sur les bonnes pratiques et comment on fait pour que ça marche, parce que vraiment, vous avez réussi à faire des choses très, très, très impressionnantes. Sur les villages martyrs. Une question un peu malicieuse, mais vous allez la comprendre. Est-ce que vous ne craignez pas d'être victime de votre propre succès ? Nous vivons une époque, la fin du XXe, début du XXIe, où chacun veut être le martyr de quelque chose. Si je reprends les 60 années en arrière, autour de 68, c'était les régions et les langues régionales qui considéraient que la République les avait assassinés. Et donc les Basques, les Corses, les Occitans, etc., etc., à juste titre, d'ailleurs les Bretons, n'oublions personne, à juste titre, mettaient la République en quelque sorte en accusation et considéraient qu'il y avait eu un véritable, un martyr qui avait été imposé. C'est l'époque où on voyait fleurir, sortir des livres à succès qui considéraient que les instituteurs de la Troisième République avaient été de véritables gardes-chiourmes, pour ne pas dire des capots, et qu'ils avaient imposé la langue française aux malheureux petits Bretons, aux malheureux petits Occitans. Bon, depuis, nous avons compris que la réalité n'est pas aussi simple ni simpliste qu'on le voyait à l'époque. Alors aujourd'hui, il va de soi que vous allez assister à une compétition. La guerre en Ukraine va amener nécessairement, j'espère qu'elle se terminera le plus vite possible, des dizaines et des dizaines de villages à revendiquer d'une certaine manière le palmarès du village le plus martyr. Parce que c'est aussi ça, il faut relire certains textes, y compris de Wendy Harroll, sur la célébrité qui ne dure qu'un quart d'heure. Il y a une sorte de compétition évidemment malsaine. Donc ma question malicieuse, c'est comment vous protégerez-vous à l'avenir et quel choix serez-vous amené à faire ? Est-ce que vous rejetterez les Bosniaques comme étant un peu moins martyrs que les Ukrainiens ? Ou est-ce que vous considérerez que les Russes aussi, après tout, ont souffert à certaines époques ? Non, mais vous avez tout à fait raison. Mais alors peut-être, j'ai peut-être pas assez. C'était un peu rapide comme présentation. Martyr, il y a des guillemets. Donc nous n'utilisons le terme que parce que, bien sûr, il a été utilisé. C'est pas nous qui décrétons qui est martyr ou qui ne l'est pas. Pas du tout. C'est justement intéressant de se demander pourquoi, à un certain moment, effectivement, vous avez des localités, on va dire, qui sont qualifiées
qui se qualifie elle-même. À Oradour, vous avez le tombeau des martyrs, c'est écrit comme ça. Mais vous retrouvez ça exactement à Marzaboto aussi. Donc c'est vraiment un label, et puis qui d'époque, c'est pas quelque chose de récent. Donc voilà, mais il s'agit effectivement de se demander ce que signifie, bien sûr, cette expression. Bien sûr. Moi, j'avais une question sur... alors, restitution n'est pas un mot qui suffit, en fait. C'est la question de la diffusion, en fait, de vos travaux. Au-delà des cercles académiques, au-delà de l'équipe que vous avez constituée, du réseau que vous avez constitué, est-ce que vous avez eu, les uns et les autres, comme préoccupation de faire connaître vos travaux à un plus large public? Est-ce que les partenaires institutionnels avec lesquels vous avez travaillé vous ont aussi demandé de faire connaître vos travaux à un plus large public? Est-ce que cette question de la demande sociale ou de l'intervention dans la cité s'est posée à vous à un moment donné de votre projet? Et de quelle manière y avez-vous répondu? Je pense que cette question de la dissémination des savoirs, de toute façon, elle est essentielle, à la fois pour nous et aussi pour les agences de financement. Donc, de toute façon, maintenant, pour obtenir des crédits de recherche, il faut avoir un volet de vulgarisation. Mais je crois qu'au-delà, ça a été, pour nous, en tout cas, au sein de l'équipe de Trax, un élément très fort dès le départ, parce que l'idée, c'était aussi de pouvoir diffuser des recherches qui se faisaient en un point dans d'autres espaces. Et pas uniquement au niveau de la communauté des chercheurs, mais aussi au niveau des communautés des étudiants et plus largement des médias. Et donc, à l'Université de São Paulo, où je parle pour Gabriela, parce qu'elle n'avait pas compris qu'il y aurait une session de questions, donc elle est partie. Mais on a fait beaucoup de choses avec la TV Cultura et la TV un programme de TV éducative, qui est assez bien diffusé. Donc là, ils ont fait plusieurs programmes et on a essayé de lancer des actions un peu plus ciblées. Et là, on va développer une école. Alors, c'est pas une école d'été, mais ce sera une école d'hiver. Enfin, mais pour nous, ce sera l'été quand on ira. Enfin, bon, bref, vous comprenez. Il y a une inversion. Et c'est un projet qu'on essaye de mener aussi avec l'université du Cap, en Afrique du Sud. Donc, avec l'idée de développer aussi les liens avec des collègues, vers les collègues du secondaire, ce qu'on n'a pas fait beaucoup pour l'instant. Et je pense qu'il y aurait des choses très intéressantes pour eux, parce que sur la plateforme même, notamment tous les outils bibliographiques dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment très utile et c'est assez facile aussi de se les approprier. On a d'ailleurs beaucoup parlé de ça quand on a travaillé avec les gens qui ont fait le design et le web design de la plateforme, avec l'idée qu'il fallait que ce soit assez intuitif et relativement esthétique. Alors, je sais pas, moi, je trouve ça bien réussi, mais il y a des avis différents. Mais voilà, que ce soit quelque chose d'agréable en termes d'utilisation, enfin, l'interface utilisateur soit assez agréable et puisse être utilisé sur différents supports aussi pour permettre à des publics différents de s'approprier cette plateforme. Alors, donc, la volonté est là. Résultat, en termes de diffusion, c'est très difficile à mesurer, mais bon, on espère que ça puisse fonctionner. Peut-être, Diana, aussi, que finalement, cette demande sociale, elle s'exprime plus clairement à l'étranger, parce que là, tu donnes des exemples brésiliens et que finalement, c'est là que vous avez eu peut-être le plus d'opportunités de toucher d'autres publics. Je me demande si, dans le projet Transfopresse, finalement, l'intérêt des professionnels de la presse n'est pas aussi plus marqué dans certains autres pays. Justement, sur le Brésil, c'est là que je voulais répondre un peu à Laurent. Au Brésil, en fait, les gens qui ont travaillé, par exemple, sur l'importante presse en japonais ou l'importante presse des associations juives, ces associations se sont tournées vers nous et du coup, on travaille avec elles. Donc, c'est venu assez naturellement. Pas parce qu'on a cherché forcément à le faire, mais c'est venu naturellement. Je pense aussi à la communauté polonaise dans le sud du Brésil. Je pense à un certain nombre d'autres communautés, donc même des communautés religieuses qui conservaient des documents et qui travaillent avec nous, un peu comme ça par hasard. En fait, c'est pas une question, mais c'est aussi par rapport à ce que disait Laurent, pour rappeler quand même une chose qui s'appelle l'histoire vivante.
qui est aussi effectivement dans cet état d'esprit. Alors, ça a commencé, je pense que ça existe toujours. En fait, on s'est rendu compte que c'était très lourd, que ça demandait beaucoup de moyens. En fait, c'était des petites vidéos qui montraient les coulisses de la recherche. On en a fait un certain nombre de numéros. Moi, j'avais rêvé, avec ma folie des grandeurs, de faire une série avec des saisons successives, etc. Bon, voilà, il y a eu quelques épisodes, mais on peut même pas parler d'une saison. Mais effectivement, on a vu que ça marchait bien, que ça nous obligeait à réfléchir à une façon de présenter nos recherches. Et peut-être Anne-Claude peut en dire un mot, mais je pense que c'est quelque chose il faudrait là aussi de l'argent, du temps pour ça. Mais je me rappelle quand on est à la visite HCERS, on avait présenté une de ces pastilles qui avait très très bien marché. Si je peux juste pour rebondir, Géraldine, j'ai pas l'impression que ce soit plus facile ailleurs qu'en France. En fait, on a eu des initiatives avec le musée du jeu de paume, par exemple. On a fait un colloque, il y avait quand même beaucoup de public. Donc, je crois que c'est juste que dans les facs brésiliennes, mais de manière générale en Amérique latine, il y a des départements ils appellent ça extension. Je sais pas, des programmes d'extension qui sont vraiment liés à la volonté d'insérer les recherches et ce qui se passe à l'université dans la société. Et donc, souvent, ils ont des ressources et puis une habitude aussi de travailler avec certains secteurs par ces départements d'extension. Mais en France, on a eu aussi à chaque fois le souci de présenter la plateforme et des retours intéressants, à mon avis. Question. Anne-Claude, il y a une question. Tu veux faire la transition? Moi, J'ai- je voulais juste j'ai pas de rajouter question. une petite chose. C'est Anaïs qui m'est fait penser à la suite de l'intervention de Jean-Claude. C'est le dispositif d'écoute de podcast. Voilà, qui... Ah, mais nous sommes totalement sur la même longueur d'onde. C'est formidable. Fabuleux. Donc le dispositif de podcast qui est tout en haut de l'amphi sur ma gauche, donc sur votre droite. Voilà, je ne suis pas encore allé écouter, donc je ne sais pas exactement quelle est la nature du contenu, mais voilà, je ne peux que vous encourager à écouter. Comme il y a plein de directeurs, anciens directeurs du Centre d'histoire culturelle, je voudrais tous les remercier parce qu'ils nous ont soutenus depuis le début. Donc ça fait 10 ans. Et je vous Il y a peut-être un remercie moment tous. où on les applaudit, peut-être. Les anciens et les actuels, bien sûr.